Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Alizée Wincanmin. Et moi, c'est Marie Ayer. On est toutes les deux médecins sur la région bordelaise et on va vous présenter notre travail de thèse. Donc, de nouvelles méthodes de contraception masculine sont en train de se développer, parmi lesquelles on retrouve les méthodes de contraception masculine dites thermiques, qui fonctionnent en augmentant la chaleur locale au niveau des testicules, ce qui permet d'inhiber la spermatogénèse. Donc, dans les principaux dispositifs, on a le slip chauffant et l'anneau AndroSwitch. Il y a d'autres présentations sur ce thème un peu plus détaillées cet après-midi si ça vous intéresse. On compte 5 à 10 000 utilisateurs à peu près en France de ces méthodes de contraception. Et les recommandations actuelles demandent de réaliser un spermogramme avant de débuter la contraception, puisque parmi les contre-indications à l'utilisation de cette méthode, il y a les anomalies du spermogramme initial. C'est donc une situation où certains hommes se retrouvent à réaliser un spermogramme alors qu'ils n'ont pas de problème de fertilité connu. Et ce spermogramme peut parfois amener à la découverte d'anomalies fortuites. On ne dispose pas de données sur la façon dont est vécue cette nouvelle par les hommes qui sont concernés. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur cette question de recherche. Quel est le vécu des hommes découvrant une anomalie de leur spermogramme lors du bilan préalable à l'instauration d'une contraception masculine ? Pour répondre à cette question, nous avons réalisé une étude qualitative par entretien individuel semi-dirigé. Nous avons recruté nos participants par le biais de réseaux sociaux dédiés à la contraception masculine. Et nous avons inclus les hommes souhaitant utiliser une contraception masculine, quelle qu'elle soit, et ayant découvert une anomalie sur leur premier spermogramme. Nous avons réalisé 16 entretiens. Les hommes que nous avons interrogés avaient entre 20 et 35 ans. Ils n'avaient pas d'enfants pour la plupart, sauf 2 des participants. Ils utilisaient principalement l'anneau AndroSwitch comme type de contraception. Ils avaient différents types et différentes sévérités d'anomalies du spermogramme. Les plus fréquentes étaient une tératozoospermie ou une asténozoospermie. Nous allons commencer par vous présenter l'ensemble du parcours contraceptif et la place qu'occupe le spermogramme dans ce parcours. Donc, la première étape aurait été de choisir la contraception masculine. Il y avait différentes raisons qui sous-tendaient ce choix, parmi lesquelles on retrouvait quand même principalement la difficulté à trouver une contraception féminine adaptée pour le couple et la volonté de partager la charge contraceptive tout en gardant une contraception réversible. Pour choisir cette contraception, les hommes sont principalement renseignés par Internet. Donc, les recherches sur Internet leur ont appris qu'il fallait réaliser un spermogramme avant de commencer. Et donc, c'était souvent leur principal motif de consultation. Ils se sont généralement tournés vers un médecin généraliste, soit leur médecin traitant, soit un médecin du planning familial pour avoir cette ordonnance de spermogramme. Et la consultation a parfois été l'occasion d'avoir une vraie consultation de santé sexuelle, alors que d'autres fois, c'était une simple délivrance d'ordonnance à la demande du patient. En tout cas, comme il faut une ordonnance pour réaliser le spermogramme, il y a toujours un contact avec un médecin et avec le système de santé au début du parcours. Après la réalisation du spermogramme, les participants ont reçu les résultats principalement par mail. Ils ont trouvé ces résultats complexes, difficiles à comprendre, il manquait juger de connaissances pour les analyser correctement. Et effectivement, cette étape a parfois été l'occasion d'erreurs d'interprétation de leur part, avec des résultats normaux qui ont été interprétés comme anormaux. C'est notamment le cas sur le pourcentage de forme normale. La classification utilisée, qui est celle de Kruger, donne la norme à 4%. Et donc certains participants ont pu s'inquiéter d'avoir seulement 6%, par exemple, de spermatozoïdes de forme normale. Devant ces résultats difficiles à comprendre, ils ont cherché des informations. Le premier réflexe est souvent de se tourner vers Internet, mais ils nous ont dit trouver des limites à ces informations. Ils trouvaient que c'était pas très clair, que ça ne répondait pas à toutes leurs questions. Et donc, dans un second temps, ils se sont tournés vers leur professionnel de santé, généralement vers le médecin qui avait prescrit le spermogramme, et donc un médecin généraliste, qu'ils considèrent comme une source fiable pour leur donner des informations sur leur spermogramme. Certains ont, dans un deuxième temps, été adressés à un urologue. Il s'agissait pour les participants de résultats inattendus. La plupart n'avaient pas du tout imaginé que ce spermogramme puisse montrer la moindre anomalie. Ils nous ont d'ailleurs dit qu'ils auraient aimé être prévenus de cette possibilité en amont. Certains l'ont interprété comme une annonce d'infertilité et donc parfois avec un retentissement psychique important. On nous a parfois décrit un effet choc au moment de l'annonce. Ils pouvaient parfois nous dire exactement où ils étaient, ce qu'ils étaient en train de faire au moment où ils ont reçu les résultats. Un stress dans la période qui a suivi et parfois une baisse de la libido.
À l'inverse, parfois, ces résultats ont eu très peu d'impact pour eux, soit parce qu'ils ont été rapidement rassurés par un professionnel de santé, soit parce qu'une infertilité éventuelle n'était pas un problème pour eux. En effet, le désir d'enfant des participants était assez variable. Certains ne se projetaient pas du tout dans le rôle de parents, alors que d'autres avaient un désir de paternité bien établi pour l'avenir. En tout cas, ces résultats ont souvent été pour eux l'occasion de se questionner sur le sujet, parfois d'en discuter avec leurs partenaires. Et ce qui est beaucoup ressorti, c'est l'importance pour eux de pouvoir choisir s'ils auront des enfants ou non dans l'avenir, avec une notion de perte de contrôle en cas d'infertilité. Outre la fertilité, ces résultats biologiques anormaux ont pu créer des inquiétudes quant à leur état de santé. Certains sont inquiétés d'avoir un cancer, une infection sous-jacente. Et cela l'a parfois inquiété aussi sur leur capacité à utiliser la contraception masculine. Ils étaient parfois déçus de devoir différer, voire renoncer à ce projet en raison de cette anomalie. Les résultats ont aussi parfois eu un impact sur leur image d'eux-mêmes. Certains nous ont dit se sentir anormal ou avoir un sentiment d'échec suite à ces résultats. Ils nous ont dit parfois faire une association entre la virilité et la fertilité, avec une réflexion sur leur masculinité suite à ces résultats. C'est des résultats qui ont été globalement peu partagés avec leur entourage. Les participants en ont peu parlé autour d'eux. Ils nous disaient que c'était un sujet intime. Certains ont même parlé de sujets tabous. Dans ce parcours, le professionnel de santé peut jouer plusieurs rôles. Il peut être un guide pour l'usage de la contraception. Il est le prescripteur du spermogramme, qui est le contact obligé avec le système de santé. C'est une source fiable pour expliquer les résultats et il peut être également une source de réassurance. Le professionnel de santé a aussi un rôle de prescription d'exploration complémentaire suite aux résultats. Sur nos 16 participants, 6 ont fait un deuxième spermogramme pour recontrôler les résultats et un seul a eu la confirmation d'une anomalie sévère. On a un participant qui a fait une échographie testiculaire et 2 qui ont réalisé des spermocultures. À la fin du parcours, la question qui se pose est d'utiliser ou non la contraception masculine. Certains ont choisi de prioriser la contraception et nous disaient accepter de prendre un risque pour être contraceptés puisque c'était leur priorité actuelle. D'autres ont utilisé la contraception masculine, mais seulement après accord d'un professionnel de santé, après un nouveau contrôle du spermogramme. Au contraire, d'autres ont préféré arrêter ou ne pas débuter la contraception masculine, principalement pour protéger leur fertilité suite à ces résultats anormaux. D'autres ont aussi arrêté pour des raisons sans lien avec le spermogramme. On a vu donc que le retentissement psychique de ces résultats peut être important avec un vécu qui peut se rapprocher de celui de l'infertilité, avec un effet choc et un certain tabou autour de cette nouvelle. Devant ces anomalies, la question qui se pose, c'est de commencer ou non la contraception au final. On a assez peu de données scientifiques à ce sujet. Il y a, à notre connaissance, une seule étude qui a été réalisée chez des hommes avec un spermogramme anormal dans la contraception masculine. C'était sur de la contraception hormonale. C'était une étude avec un assez petit effectif qui ne trouvait pas de différence entre des hommes avec un spermogramme normal ou anormal pour l'efficacité et la réversibilité de la contraception. Cependant, on n'a aucune donnée sur la contraception thermique et ça reste une étude de faible puissance. Donc les recommandations pour l'instant, c'est de ne pas débuter la contraception chez ces hommes-là, mais ce sont des recommandations d'un faible niveau de preuve et on peut comprendre que certains de nos participants ont choisi de s'en écarter. Si on arrivait à prouver à long terme qu'il n'y a pas de danger à l'utiliser chez ces hommes-là, peut-être pourrait-on se passer du spermogramme. Pour faire un parallèle avec la contraception féminine, quand on prescrit une pilule chez une patiente, on n'a pas d'évaluation de sa fertilité avant de la débuter. Donc on pourrait se demander si on pourrait tendre vers le même modèle chez les hommes dans le futur. Concernant les perspectives de notre étude, il y a aussi le rendu des résultats. On a pu voir que les hommes et les participants étaient en demande d'explications face à cet examen. Et donc, on pensait que prévoir une consultation de rendu des résultats dès le moment de la prescription pourrait éviter de laisser les patients face à toutes ces questions. Et ça pourrait également être intéressant pour le professionnel de santé, parce que c'est des résultats qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'interpréter. Et donc, le fait d'avoir une consultation prévue permet de préparer un peu cette consultation. Donc au final, on n'a pas de consensus actuellement sur la façon de gérer cette découverte d'anomalie. Il semble logique dans un premier temps de recontrôler le spermogramme au vu de sa variabilité. Mais après, est-ce qu'il faut explorer comme on le ferait pour une infertilité, en prescrivant par exemple une échographie testiculaire ? On n'a aucune recommandation à ce sujet.
Et co-conseiller en termes de contraception, comme on l'a vu, il y a assez peu de données sur le sujet. Donc on peut suivre les recommandations et ne pas le débuter, mais c'est à discuter avec le patient. En tout cas, il nous faudrait plus de données sur tous ces sujets pour nous aider dans la pratique clinique dans l'avenir. Merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, nous avons maintenant quelques minutes pour vos questions. Alors, vous pouvez lever la main et Marine a un micro pour que vous puissiez poser votre question. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais juste une petite question. Quelles sont les anomalies qui contre-indiquent la mise en place les anomalies du spermogramme qui contre-indiquent la mise en place d'une contraception masculine ? Merci pour la question. Alors actuellement dans les recommandations, c'est n'importe quelle anomalie contre-indique la mise en place de la contraception. Mais c'est justement ce qui pose question, c'est qu'il y a souvent des anomalies, même si ce sont des anomalies minimes, notamment les tératosospermies sont assez fréquentes. Et donc, pour autant, c'est des anomalies mineures qui ont assez peu d'impact potentiellement sur la fertilité. Et donc, on pourrait se poser la question de quand même commencer la contraception chez ces hommes-là. Mais actuellement, c'est la moindre anomalie contre-indication. Une autre question ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris au moment des entretiens, dans les relevés que vous avez faits avec les patients que vous avez interrogés ? Une des réponses qui nous a surpris et qui est revenue à plusieurs reprises et qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est que le fait que certains avaient envisagé cet examen comme leur disant s'ils avaient besoin d'une contraception. C'est-à-dire qu'ils avaient l'idée que si le spermogramme était assez anormal, c'était la preuve qu'ils étaient infertiles et donc qu'ils n'auraient plus besoin de contraception. Ouais, ça nous a surpris. Alors au final, aucun patient n'a décidé de se passer complètement de contraception suite à l'examen, mais c'est un point qui nous a étonnés. On s'est dit que ça nécessiterait peut-être une explication au moment de la prescription, à ce niveau-là. Justement, au moment de la prescription du spermogramme, est-ce qu'il y a des participants de votre étude qui ont remonté une attitude interrogative du médecin ou le médecin qui n'était pas renseigné ? Oui, c'était assez fréquent puisque la contraception masculine, c'est quand même assez peu connu encore à l'heure actuelle. Et donc, il y a une partie des participants qui s'étaient adressés plutôt au planning familial, qui sont tombés sur des médecins assez renseignés sur le sujet. Et une autre partie qui avait consulté leur médecin traitant, alors qui était des fois tombé sur un médecin qu'ils connaissaient ou qui était prêt à se renseigner dessus et accepter de les accompagner. Et d'autres ont essuyé des refus, des médecins qui ont considéré ne pas avoir assez de connaissances à ce sujet ou des médecins qui étaient plutôt contre la méthode et qui n'ont pas voulu les suivre dans ce parcours-là. Quelque chose à rajouter ? Est-ce que ça répond à votre question ? Après, sur 16, ça fait peut-être pas beaucoup, mais j'ai une curiosité sur l'âge des hommes que vous avez interrogés, parce que je me dis que, vu que c'est peut-être des sujets qui sont... non, mais justement, je sais pas, je me pose des questions. Merci pour la question. Les participants avaient entre 20 et 35 ans. On avait plutôt une bonne répartition des âges entre ces deux bornes. Et ça correspond à peu près, si on regarde les données qu'on a sociodémographiques sur les utilisateurs de contraception masculine, c'est assez représentatif. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux justement de ce qui est disponible sur le marché entre slip chauffant, anneaux, etc. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on est très peu informé sur le sujet. Un petit état des lieux. Oui, alors le slip chauffant, initialement, c'était prescrit surtout à Toulouse. C'est le docteur Mieuxet qui suivait les patients. Là, il est en train de partir à la retraite, donc je ne sais pas trop à quel point c'est pérenne.
Sinon, ce qui est le plus disponible et ce qu'avaient principalement les gens dans notre étude et sur les données qu'on a sur la contraception masculine, c'est l'anneau AndroSwitch. C'est un anneau qui peut se commander en ligne sur Internet, même s'il n'est pas certifié pour l'instant. Il y a des essais cliniques qui vont être lancés pour avoir la certification et le marquage CE. Mais donc, c'est le plus accessible, c'est l'AndroSwitch. Et ensuite, il y a beaucoup d'associations sur la contraception masculine qui proposent des tutoriels et des ateliers pour fabriquer soi-même son anneau ou pour fabriquer un slip chauffant ou ce qu'ils appellent un jockstrap, qui est un équivalent de sous-vêtement cousu main avec une espèce d'anneau au milieu. Pas d'image. Et si je peux juste compléter, donc ce qu'on appelle le slip chauffant, il n'y a pas de source de chaleur externe. Ça fonctionne juste par remontée testiculaire, donc en les rapprochant de la chaleur du corps. Par contre, il existe un dispositif qui est beaucoup moins utilisé, avec moins d'études, mais qui existe, qui s'appelle le spermapose, où là vraiment ça chauffe. Il y a vraiment une source de chaleur, une batterie. Merci. Bonjour, moi j'ai une question encore sur l'AndroSwitch. Je me souviens, il y a 2 ans, j'avais eu une présentation dessus et il n'y avait déjà pas d'essai clinique. C'était pour savoir s'il y a eu des nouvelles là-dessus au cours de ces 2 dernières années. Ils sont en train de commencer là, les essais cliniques, les premiers essais de sécurité sur des petits effectifs, et les gros essais cliniques sont prévus dans les prochaines années pour avoir la certification. C'est lent parce qu'il y a des problèmes principalement de financement de la recherche. Mais c'est en cours, et si tout se passe bien et que les essais cliniques sont concluants, la mise sur le marché est plutôt prévue vers 2028. Est-ce qu'il a été question aussi des fois de vasectomie ? Alors oui, certains de nos participants y avaient pensé, mais ils avaient tous l'idée qu'ils voulaient pour l'instant en tout cas quelque chose de réversible. Donc ça, voilà. Nous, c'était une question qu'on posait aux participants, ça avait pu être évoqué, ils avaient pu y penser, mais la réversibilité était encore importante pour eux. Bonjour. Est-ce que vous avez eu des retours sur l'aisance des médecins généralistes à interpréter ces spermogrammes, justement ? Alors nous, on a interrogé uniquement des patients, donc on n'a eu que la version des patients, mais ils ont pu nous dire que des fois, les médecins les ont adressés à un urologue ou leur ont dit « je vais me renseigner, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'interpréter, je vous rappellerai ». Donc visiblement, c'est quelque chose qui a pu mettre les médecins en difficulté. Quand on a fait la soutenance de notre thèse, on a été avec un médecin qui fait beaucoup de contraception masculine et qui a pu nous dire aussi que c'était difficile pour lui d'interpréter cet examen et qu'il avait l'habitude d'appeler le biologiste, une des biologistes à Bordeaux qui est spécialisée là-dedans, pour lui demander son avis et l'aider à l'interprétation. Quelque chose à rajouter ? Peut-être une dernière question ? Bonjour. Il me semblait que, alors peut-être que c'est quelque chose d'ancien, qu'on conseillait de faire un 2e spermogramme au bout de 3 mois d'utilisation pour vérifier justement si la méthode fonctionnait bien, ou je sais plus, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas rentré nécessairement dans le protocole de suivi, mais l'idée, c'est qu'il y a un spermogramme initial normal et par la suite, il y a des spermogrammes de contrôle régulier pour vérifier qu'on reste bien sous le seuil contraceptif et donc la méthode reste bien efficace. Et d'ailleurs, il faut attendre le premier spermogramme au bout de 3 mois pour arrêter la méthode de contraception utilisée en parallèle. Donc, pendant les 3 premiers mois, on conseille un chevauchement de 2 méthodes contraceptives.